Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Page Mâchée, le podcast qui décortique pour vous les livres qui font l'actualité. One, two, three, four. Bonjour, moi c'est Claire. Et moi, Hugo. Et on est vraiment très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Chaque mercredi, on choisit un livre marquant, une œuvre qui suscite le débat, et on la décortique ensemble pour en extraire la substance. L'idée c'est de vous offrir une analyse en profondeur, d'aller au-delà du résumé pour comprendre les idées qui bousculent et les leçons qu'on peut en tirer. Et aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage qui, des décennies après sa sortie, continue de diviser et de fasciner. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki et Sharon Lexter. Ah oui, c'est un livre au statut quasi mythique dans le monde du développement personnel et de la finance. Vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, il promet de révéler ce que les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que les pauvres et la classe moyenne ignorent. Le postulat est audacieux, presque provocateur. Exactement. Et c'est justement ça qui en fait un objet d'étude parfait pour nous. Ce n'est pas un manuel de finance classique, tu vois, plein de graphiques et de jargon. C'est avant tout un récit, une sorte de parabole construite autour de deux figures paternelles qui incarnent deux philosophies radicalement opposées, de l'argent et de la vie. C'est ça, le point de départ. Il y a le père pauvre de l'auteur, qui est son vrai père, un homme très instruit, haut fonctionnaire, qui a un bon salaire, mais qui est constamment en difficulté financière. Et de l'autre côté, le père riche, le père de son meilleur ami, un homme qui a quitté l'école assez tôt, mais qui a bâti un empire. Et ces deux figures, en fait, représentent deux mentalités. Le père pauvre, c'est la sécurité de l'emploi, le fameux « fait de bonnes études pour avoir un bon travail », le salariat comme horizon indépassable, quoi. Le père riche, lui, c'est l'indépendance financière, l'entrepreneuriat, l'investissement. Et une idée centrale. Laquelle ? Ne pas travailler pour l'argent, mais faire en sorte que l'argent travaille pour soi. Cette opposition, c'est vraiment la clé de tout le livre. Mais alors, au-delà de la métaphore, comment ça se traduit concrètement ? Quel est le premier grand enseignement du père riche ? Le premier enseignement, et c'est le plus fondamental, c'est l'importance de l'éducation financière. Pas celle qu'on apprend à l'école, mais la capacité à comprendre le langage de l'argent. Et pour ça, Kiyosaki martèle une distinction cruciale, presque simpliste mais redoutablement efficace. La différence entre un actif et un passif. Exactement. On a l'impression de savoir ce que c'est, mais sa définition est très très spécifique. Extrêmement spécifique, et c'est ça qui change tout. Pour lui, un actif, c'est simple. C'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de votre poche. C'est tout. La direction du flux de trésorerie, le cash flow, c'est le seul et unique critère. D'accord, donc un exemple simple. Si j'achète un appartement et que je le loue, et que le loyer que je perçois après avoir payé toutes les charges et le crédit me laisse un bénéfice, cet appartement est un actif. Précisément. Et c'est là qu'il assène son idée la plus controversée, celle qui fait bondir énormément de lecteurs. Ah, je crois savoir de quoi tu parles. Votre résidence principale n'est pas un actif. Attends, ça c'est le point qui choque tout le monde. Comment ça, la maison où l'on vit, qui est souvent l'investissement de toute une vie, n'est pas un actif? C'est du patrimoine, sa valeur peut augmenter. C'est une excellente objection et c'est là qu'il faut bien comprendre sa logique. Il ne dit pas que ça n'a pas de valeur, il dit que ce n'est pas un actif au sens du cash flow. Chaque mois, ta maison te coûte de l'argent. Le crédit, les taxes, l'entretien, l'assurance. L'argent sort de ta poche, il ne rentre pas. Donc c'est un passif. Pour Kiyosaki, c'est la définition même d'un passif. Donc, dans sa vision, la classe moyenne se concentre sur l'acquisition de passifs qu'elle pense être des actifs, comme une belle maison, une nouvelle voiture, ce qui augmente ses dépenses mensuelles. Et l'oblige à travailler encore plus dur pour les payer. C'est ce qu'il appelle la rat race. La course de rats. C'est l'image de l'hamster dans sa roue, tu vois. On court de plus en plus vite, on gagne peut-être un peu plus, mais on augmente nos dépenses en parallèle et on ne s'en sort jamais vraiment. On travaille pour payer les impôts, le crédit de la maison, celui de la voiture, les factures. On devient prisonnier de son propre style de vie. Et la stratégie du père riche pour sortir de cette course, c'est de se concentrer en priorité sur l'acquisition d'actifs. C'est son mantra « Occupez-vous de vos propres affaires ». Ce qu'il entend par là, c'est passer votre vie à construire votre colonne d'actifs. Votre profession paie vos factures, d'accord ? Mais ce sont vos affaires, vos actifs qui vous rendront riche. Et ces actifs, ça peut être quoi ? Des biens immobiliers locatifs, des actions à dividendes ?
Oui, ou des obligations, de la propriété intellectuelle, n'importe quoi qui génère un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui ne dépend pas directement du temps que vous y consacrez. L'objectif ultime étant que les revenus générés par ces actifs finissent par couvrir la totalité de nos dépenses mensuelles. C'est à ce moment-là qu'on atteint ce qu'il appelle l'indépendance financière. Et qu'on peut, si on le souhaite, quitter la rat race. Oui. Et c'est une redéfinition complète de la richesse, en fait. La richesse, pour lui, ce n'est pas le montant de votre salaire, c'est le nombre de mois que vous pourriez survivre si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, Juste avec les revenus des actifs. uniquement grâce aux revenus de vos actifs. C'est un changement de perspective radical, mais ça soulève une question. Tout ça est séduisant en théorie, mais ça semble aussi un peu simpliste. On a l'impression qu'il suffit de le décider. Mais il ne parle pas beaucoup des barrières systémiques, du manque de capital de départ, des inégalités. On peut avoir la meilleure mentalité du monde, si on part de zéro, comment on achète des actifs? Tu mets le doigt sur une des critiques majeures du livre. Et c'est vrai, Kiyosaki se concentre presque exclusivement sur la psychologie, la mentalité. Il dirait que le plus grand actif que l'on possède, c'est notre cerveau. Avant même d'investir un seul euro, il faut investir en soi-même, dans son éducation financière. C'est l'idée que les opportunités sont partout, mais que seul un esprit préparé peut les voir. C'est exactement ça. Il raconte comment son père riche les faisait travailler, lui et son ami, pour presque rien, non pas pour les exploiter, mais pour leur apprendre à repérer les occasions de créer de la valeur. Pour lui, le manque d'argent n'est pas le vrai problème, c'est un symptôme. Le vrai problème, c'est le manque de créativité et de connaissances financières. D'accord, mais ça peut sonner un peu comme de la pensée magique pour quelqu'un qui peine à finir le mois. Il suffit de le vouloir très fort. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme de culpabilisation de la pauvreté? Le risque existe, c'est indéniable. Et le livre peut être interprété comme ça. Cependant, si on dépasse cette première lecture, le message est plus subtil. Il ne dit pas « pensez et vous deviendrez riche ». Il dit « formez-vous, comprenez comment fonctionne l'argent, puis agissez ». Il insiste beaucoup sur le fait de surmonter les principaux obstacles mentaux, la peur de perdre de l'argent, le cynisme qui nous fait critiquer au lieu d'analyser, la paresse, les mauvaises habitudes. Il y a aussi toute une partie sur l'utilisation de l'endettement et de la fiscalité qui semble très puissante mais aussi assez risquée. Oui, et c'est un autre point central. Le père pauvre voit la dette comme une mauvaise chose à éviter à tout prix. Le père riche, lui, enseigne qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette. D'accord. La mauvaise dette, c'est celle qui finance des passifs. Une télévision, des vacances à crédit, ce genre de choses. La bonne dette, c'est celle qui finance des actifs. Comme un emprunt pour acheter un bien locatif. Voilà. Un bien dont les revenus remboursent le crédit et en plus génèrent un profit. C'est l'idée d'utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. Malgré tout son succès, le livre est donc loin de faire l'unanimité. On lui reproche souvent d'être très flou sur les étapes concrètes, de reposer sur des anecdotes peut-être embellies, voire Inventé, oui. inventées, exactement. Absolument, il faut être très clair là-dessus. Père riche, père pauvre n'est pas un guide pratique comment devenir riche en 10 étapes. Quiconque le lit en cherchant des instructions précises sera déçu. Les exemples sont vagues, les conseils fiscaux sont très spécifiques au contexte américain et en plus ils datent un peu. Son principal défaut, c'est vraiment ce manque de concret. Et certains critiques financiers lui reprochent de promouvoir des stratégies d'investissement très risquées, sans assez insister sur les dangers, et de mépriser un peu la diversification ou l'épargne classique. C'est tout à fait juste. La valeur du livre ne réside pas dans ses conseils techniques qui sont à prendre avec d'énormes pincettes et à adapter. Sa force et la raison de son immense succès, c'est son pouvoir de réinitialisation mentale. Il ne vous dit pas quoi faire, mais il change fondamentalement votre manière de voir l'argent, le travail et l'investissement. C'est une sorte de douche froide. C'est ça, une douche froide pour beaucoup de gens qui ont suivi le chemin traditionnel, école, boulot, retraite, sans jamais le questionner. Donc, si on devait résumer, l'apport principal du livre n'est pas une méthode, mais un changement de paradigme. C'est une invitation à remettre en question les croyances qu'on a héritées sur la sécurité de l'emploi, la propriété, la définition même de la richesse. C'est exactement ça. C'est un livre qui ouvre une porte. Il vous dit, voilà une autre façon de penser, voilà un autre jeu qui se joue avec d'autres règles. Après, c'est à chaque lecteur de faire le travail de se former, plus sérieusement, de chercher des informations fiables et adaptées à sa propre situation. Donc le livre, c'est l'étincelle, pas le mode d'emploi. Voilà, tu as tout résumé. C'est un message beaucoup plus nuancé que la promesse un peu tapageuse de la couverture finalement. Au fond, c'est un plaidoyer pour l'autonomie et la prise de responsabilité sur ses finances personnelles, en commençant par l'éducation.
C'est le cœur du sujet. Arrêter de déléguer la responsabilité de son avenir financier à un employeur ou à l'État et commencer à se poser les bonnes questions. Et rien que pour ça, malgré tous ses défauts, ce livre a eu un impact indéniable sur des millions de personnes. Ce qui nous laisse avec une question intéressante pour notre réflexion personnelle. Si, comme le suggère Kiyosaki, notre plus grand actif est notre esprit, quel temps et quelles ressources est-ce qu'on consacre réellement chaque semaine à nourrir cet actif ? Pas pour notre travail, mais pour notre propre éducation financière et notre compréhension du monde économique dans lequel on évolue. Voilà une excellente question pour terminer. Si l'on cherche une lecture qui bouscule les certitudes et force à repenser sa relation à l'argent, Père riche, Père pauvre reste, malgré les années et les critiques, un point de départ incontournable. C'était Page Mâché. Un grand merci pour votre écoute. On espère que cette analyse vous a intéressé et vous a donné des clés de lecture. On se retrouve mercredi prochain pour décortiquer une nouvelle œuvre. Et d'ici là, bonne lecture